Donc, bienvenue à ce Quesaco numéro 7 sur le b.a.-ba du bayésien. Je suis Louise Daché, je suis cofondatrice et responsable du département méthodes avancées chez Oriana. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de... Antoine Giraud, je travaille aussi chez Oriana, je suis biostatisticien. Et donc, on va lancer la présentation. Et on va commencer par une présentation par Antoine des approches classiques fréquentistes pour faire le parallèle ensuite sur le bayésien. Alors, dans les premières diapos, je vais vous parler des limites des statistiques fréquentistes classiques. Dans une approche fréquentiste, un test statistique, c'est une procédure de décision entre deux hypothèses. L'hypothèse nulle H0 et une hypothèse alternative H1. Donc H1, c'est l'hypothèse qui veut dire ce que l'on veut montrer, qui par exemple une différence de proportion entre deux traitements, et à l'inverse, il y a l'inverse de ce que l'on veut montrer, qui est l'hypothèse H0. Donc dans les tests d'hypothèse, le but va être de mettre à l'épreuve H0. Donc, dans ce tableau, vous voyez qu'il y a les réalités d'un côté, donc qui est inconnu, et de l'autre côté, il y a l'interprétation du test statistique. Il existe deux types de risques statistiques, le risque de première espèce ou le risque alpha, qui est la probabilité de rejeter H0 lorsque H0 est vrai. Ce serait par exemple, si on prend un exemple d'une différence entre deux traitements, alors que finalement cette différence en réalité n'existe pas. Après, il y a le risque de seconde espèce ou le risque bêta, qui lui correspond à la probabilité de ne pas rejeter H0, alors que finalement H0 est fausse et c'est H1 qui est vrai. Ce serait par exemple de considérer qu'un traitement est inactif alors qu'il est en réalité actif. Ici, on a 1 moins bêta qui correspond à la puissance du test statistique. On construit généralement une étude ou un essai pour avoir une puissance souhaitée qui est aux alentours de 80 à 90%. Et tout le but du test statistique va être de contrôler le risque alpha tout en minimisant le risque de seconde espèce bêta. Et en fait, tout ça pour limiter notamment les faux positifs et les faux négatifs. Alors, si on prend un exemple un peu plus illustré, donc dans un procès avec un jury, on partirait sur deux hypothèses. L'hypothèse H0, ce serait que l'accusé est innocent, et H1, ce serait que l'accusé est coupable. H0 est rejeté si H1 est soutenu par des preuves au-delà de tout doute raisonnable. Et si on essaie d'interpréter le risque alpha représenterait le fait de condamner l'accusé alors que celui-ci est innocent. Et le risque bêta, ce serait le fait de ne pas rejeter H0, ce qui n'implique pas que l'accusé soit innocent, mais seulement que les preuves sont insuffisantes pour la rejeter. On va aborder donc la p-value et son interprétation. Donc pour rappel, la p-value, c'est la probabilité, donc sous l'hypothèse nulle H0, d'obtenir une valeur au moins aussi extrême que celle observée. Donc sous une hypothèse H0, par exemple, on pourrait prendre une différence de proportion. On a la figure ici qui montre une distribution centrée autour de 0. Et on peut voir ici que on peut voir que cette différence peut s'éloigner de 0. Voilà, notamment à cause de fluctuations d'échantillonnage. Ici, on a la valeur observée qui correspond à la p-value, et là, cette partie en gris, ce serait l'herbe sous la courbe des valeurs au moins aussi extrêmes que celles observées. Ici, donc, il y a alpha, qui est la valeur critique, donc c'est le risque alpha, et cette terre sous la courbe-là représente finalement le seuil alpha de 5%. Au niveau de la p-value, il faut faire attention qu'il y a vraiment une interdiction formelle de quantifier l'interprétation de la p-value. On peut seulement dire que si la p-value est inférieure au seuil fixé, donc généralement 5%, on conclut un effet significatif. Dans le cas inverse, on ne peut pas conclure, voilà, il ne faut rien affirmer du tout. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas assez de preuves pour rejeter l'hypothèse nulle H0. Finalement, cette construction d'un test statistique ne permet pas de savoir si l'hypothèse retenue est juste ou fausse, mais uniquement de contrôler le risque d'erreur alpha sur un grand nombre d'expériences qu'on répéterait. Voilà. Une dernière diapositive sur les pièges à éviter de la p-value. Donc, il y a souvent des erreurs, on remarque, d'interprétation, même d'ailleurs chez les statisticiens, et souvent des erreurs d'interprétation en cas de non-significativité. Une non-significativité, ce n'est pas la même chose que démontrer qu'il n'y a pas de différence. Il y a également généralement une confusion entre significativité statistique et pertinence clinique. Le fait qu'un résultat soit statistiquement significatif ne signifie pas forcément que ce résultat est cliniquement pertinent.
Après, on a également une interprétation abusive de la p-value inverse, donc 1 moins p, qui représenterait le degré finalement de certitude de la reproductibilité des résultats. On pourrait prendre par exemple un exemple avec une p-value de 2%. Ça ne veut pas dire qu'on a 98% de chances de montrer qu'un traitement ne ferait pas d'effet. Donc finalement, avec cette p-value, on se demande si on pourrait répondre à la bonne question, car voilà, on a vu qu'un résultat significatif ne signifie pas qu'il n'y a aucune différence. Ça veut simplement dire que les résultats ne sont pas incompatibles avec l'hypothèse H0 et pas que H0 est vrai. Pour la suite et l'introduction de l'approche bayésienne, je vais laisser la parole à Louise. Merci beaucoup Antoine pour cette introduction et on va changer complètement de paradigme. Donc revoyons un peu la base du bayésien et pour cette première étape, on va avoir besoin de vous. Mettons-nous en situation. Un exemple de raisonnement bayésien, c'est par exemple le dépistage. Vous allez voir que vous avez déjà eu un raisonnement bayésien. Alors, imaginons que vous passez un test de dépistage d'une mutation génétique qui a été récemment découverte et pour un biomarqueur qui est d'un risque accru de cancer. Et là, le médecin vous annonce le résultat et il est positif. C'est vraiment pas de chance parce que cette mutation est à ce jour peu répandue et elle ne touche que 0,2% de la population. Alors, vous demandez si ce résultat est fiable. Et là, votre médecin vous confirme, si vous êtes porteur ou porteuse, le test sera positif dans 95% des cas, alors que si vous ne l'êtes pas, il sera négatif également dans 95% des cas. À votre avis, quelle est la probabilité que vous soyez réellement porteur ou porteuse avec un résultat positif? On vous demande de scanner le QR code qui est là, et on va regarder vos avis sur la question. Donc, vous passez un test de dépistage et il est positif, alors que cette mutation est à ce jour très rare avec 0,2% de la population, 2 pour 1000. Ce résultat est pourtant très fiable puisque il est positif chez 95% des personnes porteuses et négatif également dans 95% chez des non-porteurs. Ah, super. Donc, alors, il commence à y avoir quelques réponses. Nous avons 7 réponses pour l'instant. Voilà, sur les 7 réponses pour l'instant, il y a un petit peu de tout au niveau des résultats. Il y a 29% des personnes qui ont répondu que la probabilité serait de moins de 5%. 14% entre 5 et 20%. 29% aussi entre 21 et 80%. Et après, ça se partage aussi les deux 14% entre 80 et 90% et supérieur à 90%. Une petite dernière mise à jour. Allez. 11 personnes. Donc peut-être qu'après, on reverra. Il y a une répartition finalement assez équilibrée des réponses avec un petit penchant il y a plus de réponses, voilà, pour les gens répondus, inférieur à 5% la probabilité. Intéressant. Oui. Donc la réponse n'est pas si claire et on va voir quel est le résultat ensemble. Donc revoyons l'énoncé en termes un peu mathématiques. On cherche à savoir quelle est la probabilité d'avoir la mutation, sachant que le test est positif. C'est ce qu'on appelle la valeur prédictive positive. On a une prévalence de cette mutation de 2 pour 1000. C'est-à-dire que si on teste 10 000 personnes, il y en aura 20 qui seront porteuses. On a aussi la sensibilité du test. C'est la probabilité que le test soit positif chez les personnes porteuses de la mutation. Ça veut dire que chez les 20 personnes porteuses, il y aura un test négatif et 19 tests positifs. On a aussi la spécificité du test de 95%. C'est la probabilité d'avoir un test négatif chez les personnes qui ne sont pas porteuses de la mutation. Et là, on se retrouve avec 499 tests positifs chez les non-porteurs. Au bilan, ça nous fait donc 96,3% des tests positifs qui sont en fait chez des personnes qui sont non porteuses. Eh bien, ce résultat, qu'on peut voir ici par un arbre de décision, on peut l'observer, on peut le recalculer aussi avec un théorème qui est le théorème de Bayes, le fameux Bayes dont on va parler aujourd'hui. Le théorème de Bayes, c'est la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A divisée par la probabilité de B. Ici, dans notre exemple, A correspond au fait d'avoir la mutation et B correspond au fait d'avoir un test positif. Et on peut voir qu'en remplaçant différents éléments par notre énoncé, on retrouve les 3,7%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le raisonnement, en fait,
quelle a été votre intuition où il y a une certaine portion un peu plus importante qui pensait que même si le résultat était positif, il y avait probablement finalement un risque assez faible quand même d'avoir la maladie, la mutation. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que vous aviez une connaissance a priori. Votre connaissance a priori, c'était la mutation dans la population générale. C'est si on fait pas le test, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, il y a 2 chances pour 1000 d'avoir la mutation. Ensuite, il y a l'information qui est issue de l'expérience. Ici, le résultat du test. C'est ce qu'on va appeler la vraisemblance. C'est le P de Y, sachant θ. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'intégrer ces 2 informations, à la fois l'information a priori et l'information qui est issue de l'expérience. On va mettre à jour nos connaissances en intégrant ces 2 informations. Et c'est la connaissance a posteriori sur le paramètre, le fait d'avoir la mutation ou pas. C'est le P de θ, sachant désormais les observations Y. Donc, le théorème de Bayes nous indique que la connaissance a posteriori, la distribution de θ sachant les données Y, est proportionnelle à la vraisemblance fois l'a priori. Si je le représente graphiquement, on peut imaginer qu'on a une connaissance a priori qui est basée sur notre expertise ou sur les expériences précédentes, qui a une grande imprécision. On ne sait pas, ça doit être probablement par ici, mais on ne sait pas vraiment. On a également des données expérimentales et on définit un modèle de fonctionnement. Comment est-ce que le phénomène se passe? On intègre tout ça dans la formule de Bayes et ça nous permet de mettre à jour nos connaissances en intégrant connaissances a priori et données expérimentales. Ce qu'on observe ici, c'est que la précision a posteriori est meilleure, la distribution est plus étroite qu'a priori. La mise à jour de nos connaissances nous permet d'être plus précis après avoir fait des observations. Et du coup, on pourrait se demander comment est-ce qu'on choisit cette connaissance a priori, et aussi, d'ailleurs, est-ce que ce serait possible de ne pas choisir de prior? Absolument, c'est d'ailleurs la grande question centrale et reproche qu'on peut faire aux approches bayésiennes, c'est mais si on rajoute de la subjectivité en choisissant une connaissance a priori qui serait biaisée. C'est effectivement un point. Donc, la connaissance a priori doit être définie de façon la plus objective possible, avec par exemple une revue de la littérature, également des consensus d'experts, et ne pas mettre trop de précision dès le départ, ne pas partir avec un a priori très très fort, parce que sinon il y aura que ça qui va compter et intégrer des informations risque de ne pas changer grand chose si on a un a priori très fort. Donc il faut prendre un a priori qui soit suffisamment vague. Et on peut d'ailleurs prendre des a priori complètement vagues, non informatifs, qui n'apportent pas d'informations. On va voir que même sans apporter l'information, il y a quand même beaucoup d'intérêt à faire une approche bayésienne. Je vais revenir sur ce point de attention de ne pas avoir un a priori trop fort avec un petit exemple. Imaginons que on va choisir un a priori ici, donc sur une proportion entre 0 et 1, et je mets une distribution a priori qui est très précise, et qui est autour de 0,1 ou 0,2 ici, qui est à peu près autour de 0,2 et qui est très serré. Donc les experts, toutes les expériences précédentes nous disent oui, le paramètre, la proportion sera probablement entre 0,1 et 0,25 et très probablement autour de 0,20. Et on fait nos observations, notre expérience, et là, les données sont complètement différentes de ce qu'on s'attendait. Elles sont plutôt supérieures à 50%. Si on intègre ces 2 informations, la distribution a posteriori, en intégrant, c'est finalement une moyenne pondérée des 2, va nous dire, eh bien, puisque avant je pensais que c'était autour de 0,2, que l'expérience me dit que c'est plutôt autour de 0,55, eh bien, la posteriori va nous dire, je suis sûr que c'est autour de 30%. Et là, il y a une incohérence complète entre l'a priori et les données. Et c'est quelque chose à vérifier, et que là, c'est un point où on a choisi un a priori qui était pas assez vague.
Et du coup, on pourrait se demander quelles sont concrètement finalement les conséquences d'un a priori mal choisi, alors qu'il soit ou trop fort ou pas adapté aux données. Tout à fait. Eh bien, là, c'est un point, ça un peu invalide notre connaissance a priori ou l'expérience. Est-ce qu'on a choisi les bonnes sources pour donner l'a priori ou est-ce qu'il y a eu un problème au cours de l'expérience? Donc là, ce qui se passe, c'est que on ne peut pas conclure, les résultats ne sont pas valables. D'où l'intérêt de prendre des distributions a priori qui ne soient pas trop précises pour être sûr que les données vont être quand même dans le scope des valeurs possibles. Alors, les statistiques, elles ont... Pourquoi est-ce qu'on fait des stats? Il y a souvent, on peut catégoriser trois objectifs principaux, enfin trois objectifs finalement de faire des statistiques. Le premier, c'est de décrire et d'estimer des paramètres. Voilà, quelle est la prévalence, quelle est l'efficacité du médicament. Le deuxième, c'est faire de la prédiction. Et le troisième, c'est de faire des comparaisons de modèles, des tests d'hypothèses et prendre une décision. Est-ce que je décide de considérer que mon traitement est efficace, par exemple? Et ces questions, on peut se les poser et y répondre à la fois en bayésien et également avec des approches fréquentistes. Donc, on va voir comment est-ce qu'on fait en bayésien. Puisque, Antoine, tu nous as expliqué comment est-ce qu'on répondait à la question de la décision en fréquentiste en introduction. Alors en fait, l'inférence bayésienne, elle se base complètement sur la distribution a posteriori. Donc la distribution a posteriori qui intègre l'a priori et les données. Et cette distribution a posteriori, elle peut nous servir à faire de la description en représentant par exemple graphiquement toutes les connaissances qu'on connaît avec une distribution là qui avait une tête de cloche de θ. Alors ça peut avoir plein de têtes différentes. Ou alors de fournir aussi une estimation ponctuelle du paramètre. On avait une moyenne empirique en fréquentiste. Là, on va avoir la moyenne de la distribution, la médiane, le mode, c'est-à-dire la valeur la plus probable. Et on va aussi pouvoir construire des intervalles de crédibilité qui vont être un résumé finalement de cette distribution a posteriori. Et je vais revenir dessus tout à l'heure. On a la deuxième question de est-ce qu'on peut faire des prédictions? On peut faire des prédictions en utilisant cette distribution a posteriori pour construire une distribution prédictive. Et ça va être très utile parce qu'on va par exemple pouvoir calculer des probabilités de réussite d'un essai à partir des données déjà cumulées ou des probabilités d'apparition d'un événement dans le futur. Et la troisième question, qui est vraiment l'inférence, la prise de décision, on va voir que la distribution a posteriori va être super pratique pour faire des estimations de probabilité, comme la probabilité que le paramètre soit supérieur à 0. Et ça, c'est un peu comme si on calculait la probabilité de H1, la probabilité que le médicament soit efficace, ce qu'on n'avait pas du tout le droit de le faire en fréquentiste. Donc, concernant l'intervalle de crédibilité. L'intervalle de crédibilité, c'est finalement le reflet de notre connaissance de la confiance qu'on peut avoir sur les valeurs du paramètre concerné. Et ce paramètre, cet intervalle de crédibilité, il montre en réalité le point de vue original de l'approche bayésienne parce que notre paramètre, c'est une variable aléatoire dont on a une appréciation plus ou moins exacte. C'est une distribution, c'est avec une distribution qui va être plus ou moins étroite au fur et à mesure qu'on va cumuler des informations. Et ça, c'est à en mettre par rapport à l'approche fréquentiste, où en approche fréquentiste, finalement, le paramètre est une quantité fixe, inconnue. Donc, tu le disais, la réalité, on ne l'observe jamais, on ne la connaît pas. Alors que le bayésien, on considère que cette variable est aléatoire et qu'on va pouvoir en avoir une appréciation de plus en plus précise. Donc cette interprétation de l'intervalle de crédibilité, c'est qu'on est sûr à 95% que la valeur du paramètre se trouve dans cet intervalle-là. Contrairement finalement à l'interprétation de fréquentiste, qui s'interprète comme dans les cas des tests de significativité, où on met en jeu une infinité d'expériences. On conclut sur un nombre d'expériences qui se répètent. Donc, les intervalles de confiance fréquentistes, c'est que à long terme, 95% des intervalles de confiance calculés contiendront la vraie valeur du paramètre, qui sera toujours inconnue et toujours fixe. Ici, c'est l'intervalle qui contient 95% des valeurs possibles. Donc, voilà pour la description. Et on a la question
du test statistique. Alors, comme je vous disais, on va utiliser également la distribution a posteriori. Pour ce faire, je vais vous illustrer un exemple qui est un article de JAMA, que vous avez en lien, qui présente les résultats d'un essai randomisé. L'objectif était d'estimer la probabilité que l'hypothermie initiée entre 6 et 24 heures après la naissance réduise le risque de décès ou d'invalidité à 18 mois chez des nourrissons qui seraient atteints d'encéphalopathie hypoxique ischémique. Donc cet essai a randomisé des nourrissons à plus de 36 semaines de gestation qui étaient atteints d'encéphalopathie hypoxique ischémique et qui étaient recrutés dans les 6 à 24 heures après la naissance. Donc 83 nourrissons ont été maintenus à une température de 33,5 degrés pendant 96 heures, puis réchauffés, et 85 nourrissons ont été maintenus à une température de 37 degrés. Le critère de jugement composite était le décès ou l'invalidité entre 18 et 22 mois et a été ajusté en fonction du niveau d'encéphalopathie et de l'âge au moment de la randomisation. Ce qu'on observe, ce qui est intéressant dans cet article ici, c'est qu'il présente les distributions graphiques. Ils ont considéré un a priori qui est la courbe bleu turquoise ici, assez neutre, c'est-à-dire centrée sur un risque ratio de 1, en partant du principe qu'on ne savait pas si cette hypothermie allait être efficace ou pas. Et cette distribution a priori a été mise à jour avec les données et a permis de calculer la distribution a posteriori, qui est la distribution ici orange. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir calculer des probabilités d'une hypothèse ou d'une autre. Ici, l'aire qui est en gris clair, ici, correspond au cas où le traitement diminue le risque d'événement. Et cette R sous la courbe, ici, il est égal à 64%, si je me souviens bien, laissez-moi, à 86%. À 86%. Donc, il y a 86% de chance, la probabilité de 86% que le traitement par hypothermie entraîne moins d'événements que le traitement de référence. Ce qui est intéressant ici également, c'est que, contrairement aux approches fréquentistes, on peut tester plus que 2 hypothèses. On était bloqué avec H0 et H1. En bayésien, on peut comparer différentes hypothèses. Par exemple, ici, les mêmes résultats sont présentés en différence de risque absolue. Et on va considérer un bénéfice du traitement si l'hypothermie réduit d'au moins 2% les risques d'événements et considérer que ça devient dangereux si ça augmente de plus de 0,5% le risque d'événement. Ça nous fait 3 zones finalement. Et l'aire grise ici, que je vous montre avec ma souris, voilà, fait 64%, alors que la grille foncée représente 20%. Et il y a donc 3 fois plus de chances que le traitement soit bénéfique plutôt qu'un traitement qui soit plutôt dangereux. Alors, la question c'est pourquoi est-ce qu'on a fait du bayésien? Oui. C'est parce que à ce moment-là, il y avait peu de nourrissons qui étaient possibles d'inclure dans l'essai. La taille d'effet était un peu limitée. Le bayésien nous a permis ici d'inclure une information supplémentaire qui était certes pas très informative, mais suffisamment pour apporter une information qui permette de réduire la taille d'étude. En fait, l'a priori qui est bleu turquoise ici n'est pas complètement neutre parce qu'il indique qu'il y a très peu de chances que le risque ratio soit inférieur à 0,4 et très peu de chances qu'il soit supérieur à 2,5. Donc, toutes les valeurs de risque ratio ne sont pas possibles. On donne comme information que ce risque ratio soit entre 0,4 et 2,5. Et ça, c'est une information qui est certes neutre, mais qui permet de diminuer la taille d'étude finalement de l'essai. Et on voit ici qu'on peut conclure dans toutes les situations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... on peut conclure ici, est-ce qu'on on a une conclusion, le traitement semble plus bénéfique que dangereux finalement. Voilà. Alors ici, je parle pas de alpha, de risque de première espèce. Cela dit, je vous conseille de vous inscrire au Kesako du mois d'avril, le 21 avril.
on verra des exemples pratiques en recherche clinique, mais on verra comment est-ce que ce risque alpha est pris en compte dans les designs et dans la prise de décision au final pour se rapprocher de ce qui est fait en fréquentisme. Alors, pour conclure, une petite diapositive de synthèse. Donc, le principe est celui-ci. On a une connaissance a priori avec des données expérimentales qui vont suivre un modèle de fonctionnement. On intègre tout ça grâce à la formule de Bayes et ça nous permet de mettre à jour notre connaissance pour donner la distribution a posteriori qui est plus précise que la distribution a priori. Grâce à cette distribution a posteriori, on peut répondre à différentes questions. On peut faire de la description en représentant graphiquement les connaissances ou en fournissant une estimation ponctuelle des paramètres et également des intervalles de crédibilité qui ont une interprétation naturelle. On peut également estimer des distributions prédictives et on verra des exemples le mois prochain. Et également donner directement des estimations de probabilité, faire vraiment de l'inférence et de la prise de décision en calculant des aires sous la distribution. Alors, de nombreux avantages à ces méthodes bayésiennes, une interprétation qui est très naturelle, et puisqu'on peut calculer les probabilités de H1, la probabilité que le traitement soit efficace, la probabilité que le traitement soit dangereux, et du coup, apporter toujours une réponse et ne jamais se retrouver dans une impasse. Et avoir aussi une quantité de pouvoir quantifier à quel point est-ce qu'on est sûr quand on dit que le traitement est efficace, on va pouvoir quantifier cette certitude. En plus, on peut apporter une information a priori si on en a, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure précision et donc de diminuer au final la taille d'étude. Et on va le voir aussi la prochaine fois, ça permet d'avoir une grande flexibilité pour les designs adaptatifs et intégrer des informations et des changements dans l'essai en cours d'essai. Alors, tout cela a un prix. Il y a donc des inconvénients. On l'a vu, je l'ai mentionné, il y a la question de bien choisir la distribution a priori pour ne pas entraîner de biais. Puisque choisir une mauvaise distribution a priori, ce serait comme tirer le résultat vers un résultat qui serait faux, comme si dans une méta-analyse, on avait une grosse étude très importante, mais qui était biaisée, qui viendrait pondérer très fortement le résultat. Donc, il faut vraiment justifier le choix de la distribution a priori, si on en a une qui est informative. Et puis après, il y a des questions de complexité pour la compilation et les estimations. Cela dit, maintenant les méthodes et les outils sont de plus en plus pratiques pour pouvoir réaliser des approches bayésiennes simplement. Alors ça se fait pas dans Excel, mais ça se fait. Et donc on est disponible pour vos questions et on vous recommande de vous inscrire à la session du 21 avril pour voir des applications concrètes en recherche clinique et épidémiologique. Je peux du coup vous partager peut-être deux références qui peuvent vous intéresser pour ceux qui sont proches de l'accès au marché. Donc, il faut savoir que les approches bayésiennes sont recommandées depuis 2010 pour la FDA et 2013 pour la HAS dans le cadre des medical devices, donc des dispositifs médicaux, et que la FDA travaille actuellement à un guide pour l'interprétation et la construction pour le médicament, sachant qu'il y a déjà pas mal de guides dans les cadres des designs adaptatifs où les approches sont déjà bayésiennes. On dirait qu'on a été particulièrement clair puisque vous n'avez pas de questions. Peut-être c'est que vous attendez avec impatience les applications qui auront lieu le 21 avril. Merci beaucoup. Merci à tous.